merci de nous avoir rejoints pour cette conférence dédiée à la solidarité européenne. Comment la faire vivre dans un contexte de transition énergétique? Cette plénière, alors c'est une conférence qui va durer 1h30 et qui va être divisée en 2 fois 45 minutes. Il y aura un changement de panel au bout de 45 minutes. Nous avons le plaisir d'accueillir le maire de Vinnytsia. Vous l'avez annoncé ce matin, François Rebsamen, il était avec nous. Sari Morunov, grand merci pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Frédéric Thuur est également à nos côtés. Vous représentez l'ambassade du Danemark. Vous êtes attaché énergie à l'ambassade du Danemark en France. Un grand merci également pour votre présence. À mes côtés, Patrice Vergrit, merci également de participer à ce panel. Et François Rebsamen, je vous propose peut-être de nous dire quelques mots sur l'importance pour vous de cette conférence, la solidarité européenne, plus que jamais nécessaire dans le contexte actuel. Pourquoi c'était important pour vous de réunir ce panel et d'accueillir à la fois le Danemark et l'Ukraine avec le maire de Vinnytsia qui est avec nous. Bonjour à toutes et à tous. On laisse les gens rentrer tout doucement, c'est normal. Les journées sont longues. Je remercie aussi le président de l'Oblast qui est au 2e rang de Vinnytsia. Donc merci aussi à lui d'être là. Dijon, c'est une ville européenne. J'essaie de définir finalement c'est quoi une ville européenne. C'est une ville qui a une histoire liée à l'Europe. Pas uniquement les ducs de Bourgogne. Ça, c'est l'histoire ancienne. Mais depuis toujours, Dijon est, par ses représentants, par ses maires, porteur de cette idée européenne. Et après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, le maire de Dijon a sillonné l'Europe pour faire des jumelages avec des villes européennes. On pourrait en sourire aujourd'hui, mais dans les années 60, par exemple, le traité de l'Élysée, avant même le traité de l'Élysée, Dijon a voulu se jumeler avec Mayence, Mainz, en Allemagne, et puis après avec Reggio di Emilia en Italie, et je ne veux pas choquer nos amis ukrainiens qui sont là, mais aussi avec Volgograd et Stalingrad, anciennement Stalingrad. Et donc, et à chaque fois, et c'est pour ça que je dis on pourrait en sourire aujourd'hui, le maire de Dijon signait un appel à la paix dans le monde. Et ça peut sembler ridicule, mais en 1958 ou 59, quand ils ont signé un appel des villes de Dijon et de Mayence à la paix dans le monde, puis après avec Reggio di Emilia en 63, il voulait dire par là que ce qu'avait lancé Jean Monnet à travers la construction européenne de l'acier et du charbon, on devait le poursuivre parce que l'avenir était là. L'avenir était là, l'avenir qui allait faire tomber les murs. Et historiquement, c'est l'énergie toujours qui... C'est l'énergie, voilà. Et ça passait par... Alors, cette énergie de la paix, on va dire pour une première, l'énergie de la paix, puis ensuite, l'idée qu'il fallait coopérer et ne pas avoir à faire 2 fois côte à côte la même chose, et plutôt que de profiter, entre guillemets, des créations, des innovations qui sont portées par d'autres pays. Et c'est pour ça que Dijon, en plus, qui a eu... moi, mon maître européen, il s'appelait Jacques Delors. Je l'ai fait venir beaucoup de fois à Dijon. Et à chaque fois, Jacques illuminait par ses prises de parole ce qu'était l'Europe. Il illustrait très bien la volonté affirmée. Et donc, on s'est inscrit dans cette tradition. Et il était donc tout à fait normal, envisageable que nous trouvions un partenariat avec une ville d'Ukraine, parce que la population dijonnaise, les élus sont très sensibles à la guerre qui frappe ce peuple, à la résistance que ce peuple fait face aux agressions, à la guerre de la Russie, et aussi par l'intelligence de ce peuple à travers cette résistance qui montre que par la volonté, on ne peut pas faire plier un peuple qui veut la liberté et la démocratie.
Et donc, derrière tout ça, on a toujours balayé tous ceux qui, dans notre ville, à des élections locales, s'opposaient à cette relation, j'allais dire, de qualité avec les autres pays européens. Bref, vous l'avez compris, on est aux côtés du peuple ukrainien et on le crie haut et fort. Et on espère que ça deviendra un symbole pour d'autres aussi. Voilà. Merci beaucoup. Donc le lien entre la solidarité européenne, cette ambition de paix et l'énergie qui nous rassemble. Patrice Vergrit, que vous inspire aussi cet enjeu autour de la solidarité européenne? François Rebsamen a dit l'essentiel sur le projet européen. Je rajouterai, et puis Dunkerque a une histoire un peu particulière puisque c'est une ville qui a été rasée pendant la Seconde Guerre mondiale, et je rappelle toujours on a été libéré le 9 mai 1945 et il restait 300 habitants dans la ville. Donc Dunkerque a évidemment une responsabilité un peu particulière dans le projet européen que vient d'évoquer François, donc je partage totalement. Et après, il y a peut-être quelque chose de plus contemporain à rajouter dans la nécessité de la solidarité européenne aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit finalement émerger à l'échelle mondiale un monde d'empire ou de superpuissance. C'est-à-dire, il nous apparaissait évident que la Chine était en train de se développer. Aujourd'hui, c'est plus que ça. C'est-à-dire aujourd'hui, la Chine conteste très fortement toutes les filières industrielles en Europe. Les États-Unis également, on le voit aujourd'hui. Tout le monde a été très surpris, évidemment, de voir Donald Trump sortir de tels propos. Aujourd'hui, on n'attendait pas ça du tout d'un allié américain, sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit peut-être un peu tardivement que notre dépendance, ne serait-ce que militaire aux États-Unis, commençait aussi peut-être à être problématique. Donc on voit émerger un monde, j'aurais pu parler de la Russie, évidemment, et évidemment ses visions impérialistes, notamment sur l'Ukraine, mais peut-être pas que. Donc on voit émerger aujourd'hui un monde un peu nouveau de superpuissance, et qu'un concept, évidemment, émerge. Il y a eu le Covid qui a fait émerger ce concept, mais il est de plus en plus fort, c'est le concept de souveraineté. Et on voit que dans ce monde, la question de la souveraineté nationale n'a plus beaucoup de sens. Pour la France, la souveraineté française, oui, d'accord, mais on sent bien que c'est plus à cette échelle qu'elle doit se penser, et on sent bien que face à la Chine, face aux États-Unis, dans l'équilibre géopolitique, la souveraineté, elle doit être européenne. Et donc, du coup, ça produit donc quelque chose de complémentaire à notre histoire, qui est une nécessité par rapport à un affrontement aujourd'hui concurrentiel mondial. Et donc la souveraineté aussi énergétique qui est aujourd'hui pensée, et aussi la souveraineté dans la collaboration, c'est-à-dire au fond, mais on l'évoquera sans doute quand on parlera du Danemark tout à l'heure, Dunkerque a engagé un travail de collaboration avec le Danemark, parce qu'on sent qu'aujourd'hui on est ensemble, c'est-à-dire que le Danemark et la France partagent le même destin. Et surtout, on partage le même destin face à une concurrence mondiale qui est de plus en plus dure. Donc la notion même de souveraineté est en train de glisser de souveraineté nationale à une souveraineté européenne qui finalement concourt à cette solidarité. Donc il y a l'histoire qui nous rappelle à quel point on doit penser ensemble, mais il y a aussi ce qui est en train de devenir le monde aujourd'hui qui finalement nous rapproche fortement. Alors, le point de vue du Danemark, justement, avant évidemment de mettre en valeur la situation en Ukraine, mais les tensions internationales, le Danemark évidemment est au cœur de cette redistribution des cartes. Et j'imagine que la solidarité européenne est plus que jamais importante pour vous. On parlera d'énergie, mais déjà, voilà, d'une façon plus générale. Oui, absolument. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je dois dire que l'ambassadrice du Danemark, elle a eu un empêchement, donc je la remplace aujourd'hui, mais je m'exprime au nom de l'ambassade. Donc voilà, mais bien sûr c'est un sujet tout à fait fondamental et très très actuel pour l'instant, et aussi pour le Danemark. Et pour nous, je pense que pour tout le monde, c'est sûr que la sécurité énergétique, c'est vraiment c'est un facteur fondamental de la sécurité nationale. On voit ça ici, on voit ça en Ukraine aussi. Et je pense qu'une manière de renforcer la solidarité européenne, c'est vraiment la collaboration énergétique entre nos pays. On n'a pas besoin de réinventer la roue chaque fois, parce que si on a inventé des choses des autres pays, on peut aussi bien partager ce sujet de l'énergie, c'est finalement ce qui vous rapproche voilà, de façon assez naturelle à travers l'histoire, et c'est encore valable aujourd'hui, bien sûr. Absolument, et juste quelques mots sur le Danemark, parce que on vient de loin. Depuis 40-50 ans,
on a vraiment fait une véritable transformation énergétique. Je pense que dans les années 70, au niveau de l'énergie, on était peut-être après le pays le plus innovateur du monde. Mais avec les crises pétrolières, on s'est réveillé, on a fait beaucoup de choses, on a vraiment beaucoup misé sur la transformation énergétique, sur l'efficacité énergétique, sur le soutien économique aux énergies renouvelables, notamment l'éolien. Aujourd'hui, on a 60% de toute la production d'électricité, c'est bien des éoliennes. Et aussi, en ce qui concerne l'approvisionnement de chaleur, on a autour de 70% de la population danoise qui reçoit de chaleur de réseaux de chaleur. Donc, toute cette expérience, tout ce savoir-faire, on souhaite partager ça avec le reste du monde. Et en fait, on a dans l'Agence danoise d'énergie à Copenhague, on a tout un département avec plus de 100 employés qui travaillent uniquement avec ça. Et on a 25 partenaires. Dans les échanges, les liens, les retours d'expérience, les voilà, partages. des échanges de savoir-faire, on fait des ateliers, on fait des délégations, etc. avec l'Ukraine, avec la France. Donc ça, c'est notre contribution à la solidarité énergétique et européenne. Eh bien, on aura des exemples dans un second temps. Monsieur le maire, encore une fois, un grand merci d'être avec nous. C'est Raymond Runeuf. Selon l'Agence internationale de l'énergie, plus de 50% des infrastructures électriques ukrainiennes ont été endommagées depuis le début de la guerre. Donc ce sujet de l'énergie, il est évidemment pas unique, mais il est central pour vous. Vinnytsia n'a pas été épargnée. La sous-station de 750 qui avait elle-même été ciblée par des frappes russes. Comment vous allez aujourd'hui ? Comment est la situation? Ну, по-перше, я всіх вітаю і дякую, що сьогодні делегацію із Вінницької області, із міста Вінниці так гостинно приймає і митрополія Діжона, і регіон Бургундія-Франche-Comté. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Et je voulais aussi remercier à la métropole de Dijon, à la région Bourgogne-Franche-Comté pour votre accueil extrêmement chaleureux de notre délégation de la ville de Vinnytsia et de la région de Vinnytsia. Merci infiniment. І ви праві в тому, що з початку повномасштабного вторгнення Росія завжди намагалася знищувати і енергетичну генерацію, а останню зиму ще і теплову генерацію в країні. Et vous avez tout à fait raison, depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie a fait tout, et fait tout, pour anéantir le système d'approvisionnement énergétique. Et depuis ce dernier hiver aussi, tout ce qui concerne le réchauffement, la chaufferie dans les appartements. І сьогодні українці, зокрема місто Вінниця, зрозуміли, що нам необхідно максимально досягати енергетичної автономії. Et aujourd'hui, la ville, la région de Vinnytsia, nous nous rendons très bien compte que nous devrons atteindre le but. Ce but qui est principal, c'est d'avoir l'autonomie maximale énergétique. І саме при допомозі і підтримці наших міжнародних партнерів, Сполучених Штатів, Європейського Союзу, ми досить активно почали впроваджувати когенерацію на базі нашої теплосистеми. Et justement, grâce au soutien et grâce à l'aide de nos partenaires internationaux, des États-Unis, de l'Europe aussi, nous avons commencé d'implanter la cogénération dans notre ville et dans notre région. І дуже активно почало встановлюватися сонячні електростанції і саме бізнесом, і при фінансуванні муніципалітету. Et nous avons commencé à installer les batteries solaires, les stations solaires, avec l'aide financière de nos entrepreneurs locaux, mais aussi avec l'aide financière de la part de la municipalité. Ну, наприклад, ми бізнес, 196 суб'єктів бізнесу вже встановили сонячних електростанцій на 26,5 МВт. Par exemple, presque 200 business dans notre région a déjà aidé à acheter et installer les stations solaires avec la puissance globale de 26,5 MW. А багатоквартирні житлові будинки зрозуміли, що без встановлення сонячних електростанцій на їхніх дахах неможливо освітлювати і забезпечувати роботу ліфтів і загальних місць користування.
Nous avons aussi vite compris que sans les batteries solaires sur les toits des immeubles à plusieurs étages, ce serait impossible de laisser marcher et fonctionner les ascenseurs et l'éclairage d'autres lieux publics aussi. Donc c'est devenu quelque chose de nécessaire. Але ми постійно в роботі, в пошуку різних критичних таких точок, на які швидко треба реагувати, для того, щоб була децентралізована система енергозабезпечення і теплозабезпечення нашої громади. Et on peut dire que nous sommes en travail constant depuis toujours, sans arrêt. Nous recherchons toujours les endroits où il faudra agir vite et nous aimerions atteindre ce but d'avoir le système énergétique décentralisé en ce qui concerne l'électricité, mais aussi chauffage dans les immeubles. Але є певна відмінність між європейськими країнами і Україною. Il y a une certaine différence entre les pays européens et l'Ukraine. Ми повинні швидко реагувати на ці виклики безпекові, на ракетні удари і дронові удари росіян по нашій енергетичній інфраструктурі. Nous, en Ukraine, nous sommes obligés de réagir extrêmement vite à tout ce qui est les enjeux et les défis sécuritaires. Nous sommes obligés de réagir vite aux drones, aux frappes des missiles que la Russie envoie tous les jours sur А в l'Ukraine. європейських країн є час, на щастя, є час для того, щоб якісно підготуватися до можливих таких викликів. En Europe, les pays européens, heureusement, ils ont une chance d'avoir le temps, ce qui est précieux, de se préparer pour, І я des défis переконаний, саме в potentiels. цьому наш досвід дуже цінний, в тому числі для всієї Європи. Et c'est pour ça que je suis convaincue que notre expérience ukrainienne est précieuse pour tous les pays européens. Et c'est pour ça que la solidarité européenne s'organise aussi avec vous en retour d'expérience précieux et en même temps vous bénéficiez aussi de cette coopération européenne avec des pays, des villes. Comment est-ce qu'elle s'organise cette solidarité européenne pour vous aujourd'hui ? На практиці, якщо ми говоримо про зміни клімату, ми почали працювати ще з 2011 року. En pratique, si on parle de changement climatique, nous, dans la région de Venetia, on a commencé à travailler sur cette question depuis 2011. Саме з нашими швейцарськими партнерами, СЕКО, посольством Швейцарії в Україні, ми проводили ряд заходів по енергетичній ефективності нашої громади, і перші на пострадянському просторі отримали європейську енергетичну відзнаку. Il faut dire que c'est avec nos partenaires suisses qu'on a commencé à lancer de toutes sortes d'actions au bénéfice de l'efficacité énergétique. C'était avec notamment l'ambassade de Suisse en Ukraine. Et donc notre ville a été la première sur l'espace qu'on appelle post-soviétique à avoir la distinction européenne justement en autonomie énergétique. І фактично до початку повномасштабного вторгнення, лютого 2022 року, ми досить активно працювали в цьому напрямку, в тому числі з іншими міжнародними партнерами, такими як НЕФКО, такими як USAID, такими як Швидфонд. І, наприклад, зменшили викиди СО2 за цей період на 22%. Et même avant le début de l'invasion russe à grande échelle, même avant le mois de février 2022, on a travaillé d'une manière proactive avec d'autres partenaires internationaux, notamment avec NEPO, avec USAID, avec d'autres partenaires aussi européens. Et il faut dire que nous avons réussi à minimiser l'empreinte de carbone jusqu'à 22%. І ця експертиза наша, саме ця європейська солідарність і експертиза наших партнерів досить суттєво нам допомогла в модернізації системи енергозабезпечення, теплозабезпечення і впровадженні електротранспорту.
Et quand on parle justement de cette solidarité européenne, eh ben, elle se traduit par cette expertise précieuse de nos partenaires européens qui nous a beaucoup aidé à moderniser nos systèmes énergétiques, mais aussi le système de chaleur dans les appartements, mais aussi dans l'implantation du transport électrique. А з початку війни Великої, то ми досить активно і глибоко працюємо, наприклад, з Deloitte Іспанія, Deloitte Україна по провадженню проєкту розвитку мережі електроавтобусів. Et quand on parle de cette période, la guerre à grande échelle en Ukraine, depuis 2022, donc on travaille beaucoup avec Deloitte en Ukraine, leur filiale en Ukraine, pour développer justement le réseau de bus électriques. І завдяки співпраці з Шведфондом ми виготовили feasibility study щодо модернізації очисних споруд, каналізації з рекуперацією тепла, встановленням теплових насосів. Так само з НЕФКО ми працюємо по проєкту рекуперації тепла стічних вод на очисних спорудах каналізації і багато інших проєктів. Et justement, avec nos partenaires de Schlitco, la fondation, on a créé tout un document de recherche sur la récupération de chaleur, aussi sur le travail de canalisation et la récupération d'énergie là-dedans. Aussi avec CAFCO, on travaille sur la récupération de chaleur dans des systèmes différents. Але важливо те, що з початку війни в Україні от різні країни, особливо європейські країни, досить активно з нами співпрацюють по експертизі і по практичній допомозі модернізації критичної інфраструктури, в тому числі пов'язаних з змінами до клімату. Mais ce qui est important, c'est que depuis le début de la Grande Guerre en Ukraine, nos partenaires européens travaillent avec nous d'une manière très active en apportant leur expertise dans tout ce qui est modernisation de nos systèmes énergétiques, mais aussi dans le contexte de changement climatique, ce qui est extrêmement important. Et effectivement, vous soulignez l'importance majeure des systèmes électriques, des réseaux de transport en termes de solidarité européenne. C'est effectivement très important de maintenir ces réseaux de transport au-delà des frontières des pays. Peut-être avant d'aller plus loin, vous pourrez bien sûr réagir. Quelles sont les solidarités qui s'organisent alors entre la France et l'Ukraine? Je crois que vous avez un partenariat privilégié avec Venetia. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Et je crois qu'aussi Patrice Vergrit, avec l'Ukraine, vous avez également des solidarités qui s'organisent. Oui, merci. D'abord, je crois qu'on peut dire que des villes comme Venetia en Ukraine ne découvrent pas la nécessité d'aller vers la neutralité écologique et d'agir pour le climat. Ce n'est pas une découverte pour eux. La découverte, et la grande difficulté, c'est de continuer en temps de guerre à porter cela. Or, c'est l'Europe qui avait lancé un programme qui s'appelait Sun for Ukraine. Et dans ce programme, des villes européennes étaient appelées à répondre et nous nous sommes engagés à participer à une solidarité avec une ville ukrainienne. C'est ce qu'a fait aussi, mais il en parlera bien sûr, le maire de Dunkerque. Et nous, c'est avec Venetia parce que il y avait des similitudes de développement potentiel, par-delà ce qu'on appelle la transition énergétique ou écologique. Il y avait nécessité d'avoir une relation avec une ville où il y avait des étudiants, une ville où il y avait beaucoup de collégiens, et aussi où on pouvait développer des solidarités avec la région qui nous appuyait, notamment dans le domaine de la recherche agricole. Donc tout faisait qu'on pouvait participer à ce programme, et on s'est inscrit d'ailleurs dans le programme Response. Il y a une ville ukrainienne, c'est Severodonetsk, je crois, qui, excusez-moi de la prononciation, hein, elle n'est peut-être pas tout à fait juste, mais il y a une ville ukrainienne, il y a d'autres grandes villes européennes, et donc on y a apporté notre pierre des innovations qu'on peut faire. Ils sont très très résilients, c'est un mot qui est employé ou suremployé actuellement, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils sont résistants,
dans des conditions absolument dramatiques, difficiles, et je crois qu'il faut leur rendre hommage. Et tous les jours où on peut leur signifier notre soutien, qui n'est pas uniquement soit financier, soit d'innovation, mais tout simplement de solidarité européenne, il faut le faire parce qu'ils en ont besoin pour pouvoir résister à cette offensive abjecte, à cette guerre que la Russie leur impose avec des centaines de morts de leur côté, des milliers de morts. Et donc, on a fait ce qu'a fait Nancy aussi. Je crois que Nancy est aussi jumelée avec Vénitia. Donc, on a accueilli des enfants pour leur donner des enfants de Vénitia pour leur donner un temps de repos hors les bombardements, hors la guerre. Et Nancy a pris le relais. Donc, on est assez partenaire avec Nancy pour agir pour la ville de Vinnytsia et la région avec l'oblast. Voilà ce qu'on peut dire à cet instant. J'imagine qu'on parle d'échange, donc évidemment vous apportez votre soutien et c'est une expérience extrêmement riche également pour vous d'être On a beaucoup de choses à apprendre dans cette résilience dont ils font preuve, dans cette capacité d'innovation. On le voit, c'est dans le domaine militaire, mais ils apportent des innovations qu'on n'imaginait pas être capables de faire. Et bientôt, ils vont exporter d'ailleurs leurs produits et c'est avec bonheur qu'on pourra s'éviter de ces recherches-là et qu'on pourra en profiter aussi. Donc c'est un échange partagé et c'est comme ça qu'il doit être pour être respectueux. Sur ces partenariats, merci Patrice Vergret également avec l'Ukraine. Oui, en fait, dans le cadre du réseau des villes mémoire, Dunkerque a initié en 2016 un réseau des villes mémoire qui visait à rassembler un certain nombre de villes à l'échelle mondiale dont le nom a une signification un peu particulière dans l'histoire de l'humanité, au-delà d'un appel à la paix, dénoncer la montée des nationalismes et des extrémismes en Europe et dans le monde. Et donc il y a par exemple Guernica, Ypres, Oradour-sur-Glane, Hiroshima, Gdansk, Coventry, dans ce réseau des villes mémoire. Et donc évidemment, quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, il était évident que le réseau des villes mémoire devait manifester sa solidarité avec les villes ukrainiennes. Et il y a eu, vous vous en souvenez forcément, ce massacre à Boutcha qui a très vite marqué le début de la guerre. Et donc, on a proposé, l'ambassade de France a proposé à Boutcha de développer un partenariat avec Dunkerque, ce que Boutcha a accepté. Donc, très rapidement, au début de la guerre, j'ai eu l'occasion de discuter avec le maire de Boutcha en visio et tout de suite pour lui poser la question. Parce que je partage ce que dit François, ils défendent l'Europe, ils défendent le projet européen aujourd'hui. Comment on peut vous aider? Et le maire de Boutcha m'a demandé deux choses à ce moment-là. Il m'a dit d'abord, on a besoin de moments de répit pour nos jeunes. Nos jeunes ont besoin de sortir de la guerre. Et donc, on vous demande de les prendre un certain nombre de semaines. Et ici, en France, ce qu'on a fait, ils sont venus à plusieurs reprises. Et puis la deuxième chose est liée à l'énergie. Il me dit, voilà, on est attaqué, nos ressources d'énergie sont fortement attaquées, on a besoin de groupes électrogènes, etc. Et très rapidement, évidemment, on a envoyé des groupes électrogènes pour leur permettre de conserver cet atout énergétique. Et ça a beaucoup apporté à Dunkerque, rien que le premier volet. Aujourd'hui, maintenant, il y a des échanges réguliers entre les jeunes dunkerquois et les jeunes ukrainiens. Et au fond, pour les jeunes dunkerquois, ça leur a remis ce qu'était leur passé, leur histoire, puisque, je le disais tout à l'heure, l'histoire de Dunkerque, on ne voit pas forcément aujourd'hui les traces, quand vous venez à Dunkerque, de cette histoire tragique et le drame, le sacrifice, en fait, en réalité, qu'a vécu la ville au moment de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour les jeunes, échanger avec, finalement, des jeunes qui vivaient les mêmes réalités, mais dans la guerre, ça a aussi modifié leur sens des responsabilités dans l'histoire. Ils ont compris que l'histoire de Dunkerque, qui finalement ressemble beaucoup à celle de Boutcha, ils devaient la porter aussi et la diffuser dans le monde. Donc ce sont des partenariats très intéressants, au-delà évidemment de la solidarité européenne. Et évidemment, il y a toujours une dimension énergétique, parce que c'est évidemment ce que vise la Russie. Le Danemark également a agi très concrètement pour soutenir l'Ukraine dans le cadre de la présidence de l'Union européenne notamment. Oui, non, mais tout à fait. Je pense qu'on a essayé de soutenir l'Ukraine en deux niveaux. Au niveau européen, bien sûr, quand on avait la présidence, on a tout fait pour faire avancer l'agenda européen pour mettre en œuvre des paquets législatifs comme le Green Deal, le Fit for 55, qui visent à réduire l'importation du gaz russe, parce qu'on n'a pas envie de
soutenir indirectement l'économie russe. Finançant, c'est une façon de financer. Oui, voilà. l'économie. Donc ça, c'est bien évidemment une manière qu'on a fait ça. Mais juste deux mots concernant la mentalité ou le point de vue danois vis-à-vis de cette guerre. Pour nous, c'est non seulement une tragédie moderne, c'est aussi une tragédie européenne. Et c'est-à-dire qu'avec notre proximité géographique, avec la mer Baltique, etc., pour nous, l'Ukraine, c'est une source, c'est vraiment un objet de stabilité de cette région vitale pour notre propre sécurité. Donc, on est un des pays qui apporte le plus de soutien économique à l'Ukraine par habitant. Donc, ça, c'est au niveau européen qu'on avait la présidence. Et maintenant, on continue aussi avec une collaboration énergétique. Et on avait une collaboration gouvernement avec l'Ukraine qui est adaptée aux besoins immédiats avec l'Ukraine, c'est-à-dire que la génération distribuée, réseau de chaleur, intégration d'énergie renouvelable et efficacité énergétique. Donc ça, c'est notre manière de continuer cette collaboration avec vous, les Ukrainiens. Et peut-être, alors, il y a cette collaboration très étroite avec l'Ukraine et d'une façon plus générale en Europe, comment s'illustre cette solidarité européenne, alors au niveau bilatéral entre pays, notamment avec la France, et puis ensuite on parlera plutôt du niveau régional. Oui, donc on a, comme j'avais mentionné avant, on a beaucoup de collaboration gouvernement avec beaucoup de pays, notamment la France aussi. Et avec la France, on a un partenaire depuis 2021 et c'est focalisé sur éolien en mer. Et depuis l'année passée... C'est autour de l'éolien, oui. Okay. Oui, et depuis l'année passée, c'est aussi réseau de chaleur. Donc, encore une fois, c'est transfert de savoir-faire avec les Italiens, délégations, etc. On travaille étroitement avec les autorités françaises comme DGEC, ADEME et CRE. Et pour nous, si on essaie de faire le lien aussi concrètement possible, le lien avec la solidarité européenne, c'est assez direct parce que si notre collaboration, notre expérience est la France à diversifier son mix énergétique. Par exemple, on a vu la PPE avec une ambition de 15 gigawatts en 2035 pour les éoliennes en mer. Et aussi, si avec la collaboration avec Réseau de chaleur, avec la planification, comment on fait les investissements d'une manière plus efficace, etc. Si ça peut être réduire le nombre de foyers qui utilisent des chaudières, qui utilisent de gaz, et des de cette manière fossiles, réduire l'importation de gaz, c'est aussi une manière de solidarité. Et juste dernièrement, la dernière chose que je souhaite évoquer, c'est aussi en termes d'électrification. Pour nous, c'est quelque chose qui commence à vraiment avoir une importance de plus en plus Il y a la même impulsion, en France on a eu le plan électrification, au Danemark aussi, vous avez cette impulsion d'électrification? Oui, okay. Surtout depuis 2021, et surtout, et ça c'est bien sûr dans tous les niveaux, au niveau des véhicules électriques, maintenant c'est autour de 80% de tous les nouveaux véhicules qui sont électriques. Oui. Oui. On a toujours une grande masse, on a autour de 15% uniquement, mais dans les décennies à venir, ça va beaucoup changer. Et dans le réseau de chaleur, on utilise des pompes à chaleur, on utilise des chaudières électriques, beaucoup plus. Donc, voilà. Vous montrez un petit peu le chemin quand même. Oui, un peu. On fait notre mieux. Comme ça. Donc au niveau des relations bilatérales avec le pays, au niveau des régions, des villes comme Dijon, Dunkerque par exemple. Oui, on a aussi des relations très étroites, notamment avec les villes comme Dunkerque, Bordeaux et Le Havre, et surtout avec la ville de Dunkerque. On a commencé à avoir une collaboration super étroite, je pense. L'année passée, on avait visité M. Vagrit avec l'ambassadrice du Danemark, elle avait visité Dunkerque. Et on pense qu'il y a tellement d'avenir où on peut faire une collaboration en termes de captage de CO2, en termes de récupération de chaleur fatale, en termes de réseau de chaleur, etc. Et on a aussi, maintenant, un projet européen qu'on vise à faire entre une organisation danoise et la ville de Dunkerque, dans le cadre de efficacité, que je pense qu'il y a une organisation que vous connaissez assez bien, M. Vergrit. Vous êtes le président, donc voilà. Donc il y a tout cet aspect-là. Donc il y a plein de choses à faire au niveau local, au niveau des municipalités, avec les municipalités et le Royaume du Danemark.
Patrice Vergriete, alors que retirez-vous de ce partenariat, de ces échanges nourris avec le Danemark qui nous montrent un peu le chemin, comme on a vu? Tout à fait, c'est évidemment des échanges très intéressants pour Dunkerque, parce que vous l'avez vu, ils sont un peu, comme on dit, en avance de phase sur un certain nombre de points, mais c'est vrai qu'on a des collaborations fructueuses dans les deux sens. Si effectivement sur les réseaux de chaleur, on peut très largement échanger, la façon dont on optimise et on rationalise aussi le travail en termes de politique publique, c'est important. Le représentant de l'ambassadrice évoquait par exemple le travail qu'on fait avec Efficacity. Je suis président d'Efficacity, je crois d'ailleurs que vous avez un atelier à 17h dédié à ça. Je le dis pour les collectivités qui sont dans la salle aujourd'hui, ça fait juste 10 ans que l'État a mis de l'argent pour construire des outils ultra efficaces, pour rationaliser vos projets d'aménagement en termes de neutralité carbone, votre application en termes de décret tertiaire pour mieux isoler votre bâtiment tertiaire, etc. Aujourd'hui, il existe des outils qui font gagner jusqu'à 40% de dépenses aux collectivités locales. Saisissez ces outils, ça s'appelle Efficacity, saisissez ces outils. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous aimez dépenser de l'argent pour rien, hein. Je le dis très sincèrement. Et ce travail avec le Danemark est très étroit parce que, évidemment, la méthode qui a été faite pour développer ces outils qui rationalisent et optimisent, en fait, par exemple, les réseaux de chaleur, on travaille énormément avec le Danemark parce que finalement, on est à peu près au même niveau en termes de travail. Et c'est cette expérience qui permet effectivement, ensemble, d'avoir les meilleurs outils possibles et d'être encore plus efficace demain pour penser nos réseaux de chaleur, pour penser évidemment tout le travail qu'on a à faire en termes de rénovation énergétique. Donc ce travail, c'est pas que de l'échange d'expérience, c'est aussi un travail intellectuel qui est fait pour essayer d'améliorer en fait nos pratiques. Donc la captation du CO2, ça fait partie des sujets sur lesquels vous allez échanger, collaborer Oui, alors c'est forcément à l'échelle européenne que ça se passe. Nous, on a un projet effectivement sur le Dunkerquois qui, dans un premier temps d'ailleurs, fera de la captation sur nos usines. Donc il y a toute une réflexion sur la meilleure manière dont on peut capter le CO2 sur les usines. Et puis après sur l'export, évidemment. Donc on travaille aussi avec la Norvège là-dessus et le Danemark. Mais effectivement, ça doit se penser. Ce sont des dispositifs qui doivent se penser à l'échelle européenne. Là-dessus, on est un peu trop petit pour penser ce genre de choses. Donc là, la solidarité prend tout son sens. Monsieur le maire, vous avez écouté les échanges, les différentes expériences. Qu'avez-vous envie de nous partager sur ces expériences et surtout qu'attendez-vous de la solidarité européenne dans un avenir proche et peut-être plus lointain si on se projette après la guerre? Дивіться, сьогодні ми говоримо про те, що саме європейська солідарність допомагає співпрацювати і обмінюватися досвідом в частині змін клімату. Alors aujourd'hui, on dit effectivement que cette solidarité européenne aide à enrichir ces échanges en ce qui concerne l'échange d'expériences sur notamment les questions de changement de climat. Але на моє глибоке переконання, сьогодні пріоритет номер один – це безпека в європейському регіоні. Mais moi, je suis profondément convaincue que notre priorité numéro 1 reste la sécurité en Europe. І дуже важливо, щоб була не просто європейська солідарність, а європейська єдність реагування на всі виклики, пов'язані з війною Росії проти України. Et bien sûr, la solidarité européenne est très importante, mais j'aimerais aussi souligner l'importance de l'unité européenne face à tous les défis et à tous les problèmes liés à la guerre russe contre l'Ukraine. На жаль, в деяких країнах європейських на сьогоднішній день певні політичні сили намагаються розхитувати цей човен для того, щоб цієї єдності не було. Malheureusement, dans certains pays européens, certains pouvoirs politiques essayent de faire en sorte que ce bateau européen perde la balance, l'équilibre. Але саме солідарність і єдність Європи, це, знаєте, це вона дає таку підтримку першої фішки доміно. Mais justement, cette unité, cette solidarité européenne, elle donne cette base extrêmement importante, ce qu'on appelle la première pièce dans l'Europe quand on joue du domino. Це перша фішка – це Україна.
І якщо Україна впаде, то воно буде як ефект доміно, будуть падати всі, і в частині енергетичної безпеки, і в цілому з точки зору в цілому безпеки. Et donc le premier rang, c'est l'Ukraine, puisque si l'Ukraine tombe, ensuite c'est l'effet de domino, dans le sens que c'est l'Europe entière qui tombe, dans l'aspect énergétique, mais dans d'autres aspects aussi, bien évidemment. Історія вчить нас тому, що Росія, коли вона вже відчула відчуття чи смак крові, то вона вже ні перед чим не зупиниться, щоб іти далі. L'histoire nous apprend que quand la Russie sent cette sensation du sang qui est là, qui est sur les champs de bataille, rien ne pourra arrêter la Russie. І важливо, що сьогодні, в тому числі і колеги, які на цій панелі, вони розуміють це і підтримують не тільки Україну, а в першу чергу підтримують і себе. Et c'est très important que mes collègues aujourd'hui, qui sont à mes côtés, ils se rendent très bien compte de tous ces défis et qu'en soutenant l'Ukraine, ils se tiennent eux-mêmes. І солідарність з Україною – це дорога двостороння. З одного боку, Європа має найкращу експертизу, найкращі технології щодо критичної інфраструктури. Et en même temps, je dois dire que la solidarité avec l'Ukraine, c'est un peu la route dans les deux sens. D'un côté, l'Europe a une expertise précieuse, le savoir-faire technique aussi en ce qui concerne l'infrastructure critique. І має стратегічне бачення, якою повинна бути Європа через 50-100 років. Et l'Europe a aussi cette vision stratégique. Quelle Europe souhaiterions-nous voir d'ici dans 50, dans 100 ans? Пан Рамсамбен сказав, що Україна сьогодні має найкращу експертизу і найкращі технології в частині безпеки і озброєння. Vous avez dit tout à l'heure que l'Ukraine a la meilleure expertise dans ce qui concerne la technologie et la défense, puisque nous savons comment faire sur le champ de bataille. Тому сьогодні ми готові ділитися з Європою саме цим. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tout à fait prêts et partants à partager cette expérience avec l'Europe. І від цієї солідарності і синергії залежить і майбутнє нашої Європи. Et c'est cette solidarité et cette synergie aussi qui va définir l'avenir de notre Europe. Eh bien, merci pour ces mots extrêmement forts. Bien sûr, François Rebsamen, c'est la fin de cette première partie de plénière. Est-ce que vous avez envie de dire un mot avant que le maire de Vinnytsia nous quitte pour à la fin de cette première session? Est-ce que vous avez envie de lui adresser un message en particulier? On partage véritablement tous les mots que vient d'employer le maire de Vinnytsia, cette proximité idéologique que nous avons, cette volonté de défendre l'Europe ensemble, et de rappeler, je crois que ça a été fort bien fait, que le premier ou le dernier maillon à défendre, c'est d'abord l'Ukraine, parce que si l'Ukraine s'effondre, eh bien c'est toute l'Europe qui sera fragilisée au minimum derrière. Et moi, à chaque fois que je le peux, à Dijon, dans des réunions publiques, partout, je passe ce message de l'Europe qui est derrière l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est l'Europe, et c'est, j'allais dire, notre zone de défense maximale. Et ça permet de rendre hommage à leur courage, qu'on oublie un peu. Voilà. Et ils avaient des fondations qui avaient été faites par l'ancienne URSS en matière de desserte énergétique. Elles étaient solides. Et finalement, les Russes bombardent leur propre fondation énergétique aujourd'hui. Elles ont résisté, mais elles ne résistent pas parce qu'elles sont fortes, les fondations. Elles résistent parce que le peuple ukrainien sait résister. Voilà. Un grand bravo. Merci, merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir notre premier panel. François Rebsamen, je vous garde avec moi, mais je remercie bien sûr Patrice Bergrit, Frédéric Thur, le maire de Vinnytsia. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Est-ce qu'on ne prendrait pas une petite musique pour accueillir nos intervenants de la deuxième partie? Chantal Cutajar qui nous rejoint, Mathieu Bach, et nous avons connecté avec nous à distance Carlotta Bonvici, adjointe au maire de Reggio Emilia. Petite musique, le temps d'accueillir tout le monde. Bienvenue, installez-vous, venez vous installer là. Voilà, venez aux côtés puisque nous sommes connectés. Merci beaucoup pour le micro et merci pour l'interprétation également. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cette séquence. Alors, deuxième partie, nous allons parler de solidarité européenne. Alors, on sera moins dans un contexte peut-être géopolitique aussi d'urgence, hein, comme on l'a eu avec l'Ukraine, c'est évidemment très important. Mais nous sommes alors avec autour de cette table, donc Chantal Cutajar que vous ai présenté ce matin pendant la plénière d'ouverture, vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, Mathieu Bach également qui est avec nous, et vous êtes directeur régional Europe de l'ICLEI, le réseau international de collectivités que vous connaissez tous certainement dans la salle, mais vous nous en rappellerez un tout petit mot tout à l'heure. Et puis nous sommes connectés, cas de force majeure, malheureusement Carlotta Bonvicini devait être avec nous pendant cette session, mais elle est retenue en Italie. Donc en tout cas, on est très très heureux de vous avoir à distance avec nous. Bonjour et bienvenue, Carlotta Bonvicini. Bonjour, merci. Et vous allez essayer de nous parler, enfin pas essayer parce que vous allez parler italien très bien, on va tester là la traduction, nous n'aurons pas d'interprète en italien sur scène, donc nous allons avoir l'écran qui va nous traduire vos propos, mais on va commencer avec vous, comme ça on va tout de suite voir si tout fonctionne bien. Carlotta Bonvicini, donc Reggio Emilia et Dijon, vous l'avez rappelé, François Rebsamen, sont jumelés depuis 1963, donc c'est un pacte, vous l'avez rappelé, autour de la promotion de la paix sur le socle d'une histoire commune de résistance. Reggio Emilia est souvent citée comme une ville pionnière en matière d'innovation territoriale, sur la transition énergétique notamment. Qu'est-ce que la solidarité européenne, la coopération vous a apporté? Sì, buongiorno di nuovo a tutte e a tutti, mi scuso, io appunto parlo in italiano, quindi spero mi capiate e che funzioni la traduzione. Mi scuso di nuovo per non essere con voi, insomma, di persona, ma sono state appunto delle cause di forza maggiore. Quindi sì, grazie per aver ricordato che Reggio Emilia e Dijon sono legate da un patto di gemellaggio che dura appunto dal 1963. È un accordo non solo formale, ma ancora oggi concreto e trasversale, nato dalla convinzione comune che le città e le comunità possano e debbano avere un ruolo nelle grandi sfide del nostro tempo. Quindi un comune impegno per la pace, per il dialogo, la cooperazione e la costruzione di un comune progetto europeo. Tema, come abbiamo visto anche nella sessione precedente, ancora oggi molto attuale e di valore, che si lega in modo significativo anche alla grande sfida europea, appunto sulla transizione energetica. Quindi sì, parto da qui anche per restituire un esempio concreto di come la cooperazione europea sia da decenni un riferimento imprescindibile per la nostra città e di come lo scambio, il confronto e la collaborazione con altre città europee sia parte integrante del nostro modo di lavorare. A Reggio Emilia la strategia della transizione energetica si colloca nel quadro più ampio del patto dei sindaci per il clima e l'energia del Covenant of Mayors, al quale la città ha aderito già dal 2009. Quindi Reggio Emilia è stata tra le prime città in Italia ad aderire e 15 anni di lavoro dentro questo quadro hanno dato alle nostre politiche una continuità che è andata oltre i singoli mandati amministrativi, quindi sindaco dopo sindaco, e che oggi ci sta portando a un passo ulteriore
per trasformare il nostro piano in un vero e proprio patto per il clima, con l'obiettivo di formalizzare il coinvolgimento degli stakeholder, delle istituzioni, delle imprese, delle aziende nella transizione climatica di tutta la città. In questo contesto, per noi la cooperazione europea ha significato prima di tutto un quadro di riferimento per le politiche e per il monitoraggio che ci ha consentito di darci anche traguardi ambiziosi e facilmente verificabili. Ha significato anche una rete di partner fondamentale con cui scambiare conoscenza e buone pratiche e accedere a risorse con sperimentazioni e anche con soluzioni innovative. E di fatto ha significato anche una dimensione di advocacy comune, quindi la possibilità di far sentire insieme ad altre città la voce sui territori, un tema io credo particolarmente rilevante in questo momento di negoziazione del prossimo programma finanziario pluriennale europeo, che quindi chiediamo che venga mantenuto direttamente in contatto con i territori e quindi con le città. Quindi appunto su questo la nostra posizione è chiara. Non può esistere una transizione energetica che non sia una transizione giusta e non può esistere una transizione giusta senza coinvolgere i cittadini e quindi dal basso gli enti locali nel processo decisionale, perché appunto sono gli enti locali il punto di contatto e di caduta delle politiche europee tra cittadini, e anche questo scambio con le altre città e quindi anche con Dijon lo testimonia. Merci beaucoup pour ce premier échange. La traduction fonctionne. Alors si sur scène on pouvait nous avancer un tout petit peu l'écran, parce que c'est ça qui nous empêche bien de voir. Si on pouvait, voilà, si quelqu'un pouvait se permettre de venir nous approcher l'écran sur scène, c'est tout à fait autorisé. Mais voilà, comme c'est en bleu, on le voit moins que le blanc, du coup. Et ce sera beaucoup plus facile, mais on vous a bien entendu de notre côté. En tout cas, merci beaucoup. François Rebsamen, peut-être alors on l'a vu, hein, le dernier message de Carlotta, c'était voilà, pas de transition énergétique sans transition juste, et pas de transition juste sans associer les citoyens, les collectivités locales aux décisions. C'est parfait, merci beaucoup. François Rebsamen, sur ce partenariat de très longue date avec l'Italie et en particulier Reggio Emilia, sur ce terrain encore à construire, qu'avez-vous envie de partager sur ces échanges et cette solidarité ? Je ne vais pas revenir particulièrement sur ce partenariat parce qu'il est exemplaire par la durée, il est exemplaire par la qualité des échanges que nous avons. Par exemple, Reggio organise chaque année des jeux, des vrais jeux, c'est-à-dire des rassemblements de jeunes des différents pays européens, et Dijon est toujours très présent à ces jeux. Et puis, nous avons des coopérations dans des domaines particuliers, mais qui sont liés à l'histoire. Reggio est très en avance en matière d'écologie alimentaire, de transition alimentaire, et nous aussi, donc, parce qu'on a ici un laboratoire d'INRAE, et on veut, sur la transition alimentaire, la qualité, continuer à produire le plus d'aliments sains, bio, etc. Et donc, nous travaillons avec eux, qui ont développé avant nous, il faut dire les choses comme ça, bien avant nous, ces partenariats avec les territoires qui les entourent, sans faire de ZAN et autres zonages. Ils ont fait ça dans l'intelligence, et on peut faire les choses dans l'intelligence sans avoir un encadrement qui arrive à une telle absurdité qu'on répartit 1 hectare au niveau national sur nos territoires au niveau local. Donc vous voyez, on a beaucoup de travail encore à faire en commun. Qu'est-ce qui fonctionne dans d'autres régions d'Europe, dans d'autres villes, où vous vous dites « Ah bah oui, ça je testerais bien ça chez moi ». Ça, justement, c'est de dire, ça, on c'est est un bon en pointe exemple. sur tel ou tel sujet, mais quand on parlait de réponse ce matin, c'est l'exemple même que l'innovation, elle est portée au niveau local, intercommunal en réalité, et même régional, et que ce n'est pas du tout contradictoire avec l'Europe, et l'Europe l'a bien compris.
elle sait que la transition énergétique, elle passe d'abord par les métropoles, par les grandes villes, par les métropoles. Et donc, elle lance comme ça des reconnaissances qui nous suivent. Par exemple, ils ont décidé qu'il y aurait 100 villes qu'on appelle, alors ça c'est le langage européen, vous connaissez ça par cœur, neutres et intelligentes. Eh bien, nous sommes une de ces 100 villes neutres et intelligentes. Et en plus, parmi les 100 villes, il y a 30 000 villes françaises, 30 villes, dont 6 villes françaises ou 8 villes françaises, qui sont encore plus neutres et intelligentes que les autres. Je crois qu'il y a Bordeaux d'ailleurs, et je ne sais pas si Strasbourg y est, mais je ne doute pas qu'il le soit en réalité. Et donc, on s'est inscrit dedans, mais comme avec une ville finlandaise, on est tête de projet, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on développe ici, on doit pouvoir le dupliquer sur le territoire d'autres villes beaucoup plus grandes, parce qu'on a choisi un quartier difficile de la ville de Dijon, de la politique de la ville, et ce qu'on développe sur ce quartier, ça doit servir d'exemple capable d'être dupliqué justement en Ukraine, dans la ville de Severodonetsk, je crois, je ne dois pas être loin, en Roumanie, en Belgique avec Bruxelles, etc., à Saragosse en Espagne. Donc c'est ça l'Union européenne, c'est cette capacité et cette nécessité pour nous qu'il y ait un cadre. Ce n'est pas forcément un cadre national, c'est un cadre européen qui se transpose après au niveau national. Et c'est dans ce cadre qu'on veut s'inscrire, parce que l'Europe a compris que ce sont les régions et les métropoles qui agissent concrètement sur le terrain. Je termine juste pour vous dire, j'ai été un peu long, je m'en excuse, mais je porte cette idée nouvelle qu'il faut casser le système actuel de la hiérarchie française entre l'État et les collectivités locales. Un héritage lointain, quand même. Je n'arrête pas de dire qu'il faut inventer aujourd'hui un nouveau modèle de développement pour nos collectivités. Voilà, donc il va falloir faire travailler ensemble tout le monde pour trouver ce modèle qui pourrait être une sorte de décentralisation à la française, poussée un peu plus loin que celle qui est là aujourd'hui. Merci bien. Chantal Cutajar, ce matin, vous nous avez choisi une image qui montre bien que Strasbourg, effectivement, a une position particulière en Europe. Le Parlement européen, ces jeunes qui étaient réunis lors des dernières assises. Que représente pour vous cette coopération au niveau de l'Europe, entre les villes, entre les métropoles, entre les régions ? Alors, vous avez raison de souligner en effet que notre position est très, très singulière, puisqu'on est à la fois une capitale européenne avec les symboles de l'Europe, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, toute cette Europe de la paix qui est née à Strasbourg et à qui nous devons beaucoup. Mais nous sommes également une métropole transfrontalière, et c'est ce statut particulier qui nous donne aussi une responsabilité particulière en matière de transition écologique. C'est faire de Strasbourg un laboratoire de la transition énergétique européenne, un lieu où s'inventent des solutions qui puissent être répliquées ailleurs. Et concrètement, cette coopération va se traduire à Strasbourg de 3 façons. D'abord, nous apprenons à penser l'énergie ensemble. Penser l'énergie ensemble, nous le faisons avec l'Eurodistrict, Ortenau, et la mission opérationnelle transfrontalière, où nous travaillons à une planification énergétique à l'échelle du bassin de vie franco-allemand. Parce que les enjeux de mobilité, de chaleur, d'industrie ou d'adaptation climatique, évidemment, ne s'arrêtent pas. Ça correspond à la réalité tout simplement des trajets, des transports et du travail Exactement. ensemble. L'Europe se vit tous les jours à Strasbourg à travers ses mobilités. En fait, avec l'Eurodistrict, on a identifié des priorités qui sont communes, la décarbonation des transports, de la chaleur, de l'industrie, et puis des leviers aussi d'action partagée. Je veux parler de l'énergie citoyenne et puis de l'écologie industrielle et territoriale. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que nous expérimentons également ensemble.
Et par exemple, à travers un projet européen qui est le projet Interreg E2Cuties, qui est consacré au développement des communautés énergétiques locales, du partage de l'énergie, nous travaillons avec des partenaires belges, des partenaires irlandais, néerlandais au développement de communautés énergétiques locales. Et comment ça se traduit concrètement à Strasbourg? Eh bien, par la transformation pour donner un exemple précis, d'une installation photovoltaïque sur un groupe scolaire, le groupe Louvois 2, en boucle d'autoconsommation collective afin de permettre un partage local de l'énergie produite. Et on participe également à un autre projet qui est le projet Life Incent EU, qui réunit à Strasbourg, cette fois-ci Barcelone et Tallinn, en Estonie, pour inventer de nouveaux modèles de réseau de chaleur dans des communes qui sont moins denses que les autres. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que la coopération européenne est aussi une coopération de solidarité, parce que je crois que c'est important, et l'accord qui a été conclu entre Kharkiv sur le volet énergétique nous rappelle que la transition énergétique est désormais aussi une question de résilience et une question de sécurité. Je crois qu'au fond, la transition énergétique est peut-être aujourd'hui une des formes les plus concrètes, je crois, de la solidarité européenne. L'Europe de l'énergie, eh bien, elle se construit je crois, moins dans des déclarations que dans des projets que nous menons ensemble. Merci pour ces exemples. On va revenir, peut-être on élargira sur d'autres exemples. Alors l'ICLEI, pour vous présenter en quelques mots, c'est 2500 collectivités dans le monde, 230 en Europe, des villes de toute taille qui adhèrent au réseau, des communes de 15 000 habitants jusqu'à Tokyo ou Paris, qui font partie du réseau. Aujourd'hui, comment ICLEI œuvre concrètement pour finalement une meilleure coopération, une meilleure solidarité et résilience énergétique des collectivités? Que faites-vous très concrètement pour accompagner les différents territoires? Merci. Et d'ailleurs, nous sommes entourés de membres entre l'Eurométropole, la ville de Dijon, Dunkerque, Vinica évidemment. C'est un terrain connu. Voilà. En tout cas, heureux d'être avec vous. Et pour moi aussi, c'est un peu un retour aux sources. J'ai fait mon école primaire à Dijon. Donc, heureux de revenir. Voilà, la ville a quand même un peu changé depuis, donc voilà. Alors, qu'est-ce que nous faisons en tant que réseau? Et évidemment, je le dis d'emblée, nous sommes un réseau aussi parmi tant d'autres. Il y a une prolifération de réseaux, chacun a un peu ses points forts. Il y a des coopérations entre réseaux aussi, bien sûr. Tout à fait. Donc justement, par exemple, demain, nous publions les 8 réseaux principaux en Europe, une position commune sur le prochain budget européen, parce que justement, sur certains dossiers, on a besoin de cette unité. Bon, mais on y reviendra un peu plus tard peut-être. En tout cas, à ICLEI, sur le volet énergétique, nous avons toute une équipe qui travaille sur les systèmes énergétiques durables, ce qui est aussi souvent un angle mort un petit peu dans la politique climatique locale, où il y a un peu parfois une obsession sur le carbone, la décarbonation. Et alors, il y a tout un angle d'accompagner les villes, de mettre en place des guides pratiques aussi. Donc, par exemple, nous avons publié un guide vers des systèmes énergétiques urbains résilients, où nous avons toute une série d'étapes. Je n'ai pas le temps là. La première étape, c'est... La première, ça serait d'évaluer, par exemple, les risques qui pèsent sur des systèmes énergétiques locaux, parce que sans connaître les risques, impossible après de mettre en œuvre les mesures qu'il le faut. Mais après, pour nous, en fait, nous avons 3 piliers pour notre action. Le premier, évidemment, c'est le réseau, les échanges entre pairs, les projets communs. Après, nous avons toute une série de projets, donc, comme les projets qui ont été décidés pour Strasbourg. Nous avons une centaine de projets à l'heure actuelle qui permettent de piloter de nouvelles approches qui ne peuvent pas être pilotées par les budgets principaux des collectivités territoriales, qui d'ailleurs manquent beaucoup de moyens pour faire avancer ces agendas. Et le troisième aspect, c'est le plaidoyer qui est très très important, particulièrement en ce moment, pour réussir à mettre en place des conditions propices à ce que les modèles dont vous parliez, Monsieur le Président aussi, puissent arriver, que les collectivités puissent vraiment faire ce travail sans
constamment être en train de se rejustifier, de dresser des dossiers, tout ce travail qui en fait sape la capacité d'avancer sur ces volets-là. Et je vous donne un petit exemple quand même, parce que évidemment le concret c'est toujours mieux, mais c'est aussi qu'il faut que nous pensons en fait l'énergie dans un cadre plus large. Donc par exemple Marseille qui piétonise des voies, en travaillant avec les arbres. Pour des que voies les piétonnes. Exactement, pour que les voies piétonnes soient ombragées, ventilées, pour limiter le stress thermique, qui aussi après limite la facture énergétique, le refroidissement est moins nécessaire, et protège évidemment la santé, donc des thématiques très à l'heure. Et ça, cet exemple-là marseillais, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire que vous le partagez, le réseau, il le fait vivre. Comment, voilà, que peut-on tirer comme enseignement de cet exemple marseillais ou d'un autre à Malaga aussi? C'est un autre exemple. Alors ces exemples-là sont toujours mis en relation avec ce que font les autres collectivités. Ça permet d'une part que les collectivités s'inspirent, qu'elles apprennent, voilà, en fait, nous avons ce problème aussi, voilà comment collectivité X ou Y s'y est prise. Et ça permet après de faire avancer, parce que souvent, à chaque fois, si on réinvente la roue à chaque fois, nous n'allons pas vraiment avancer. Et puis j'imagine que c'est important aussi d'avoir des collectivités qui se ressemblent en termes de climat, en termes d'habitudes culturelles aussi. Enfin, j'imagine que ça compte. Alors oui et non, parce qu'en fait, il y a souvent des surprises. Il y a souvent des éléments où on se dirait, ah en fait... c'est trop différent, mais non, pas tant que ça. Parce qu'en fait, par exemple, la chaleur, c'est un problème qu'on soit à Malaga... Parlons de la chaleur, oui, ça c'est une bonne idée. Alors, par exemple, est-ce qu'il y a plein d'enseignements à tirer des pays qui ont un peu d'avance sur ce sujet-là? Exactement, et d'ailleurs, on voit, alors ça c'est pas dans le cadre européen, mais en ce moment, nous sommes en train de tirer beaucoup de leçons des expériences en Afrique, dans les pays africains, qui ont beaucoup d'avance sur nous, tout comme par exemple l'Ukraine a beaucoup d'avance sur nous sur le point sécuritaire, de la décentralisation, des choses comme ça. Mais en Afrique, ils ont beaucoup d'avance sur nous, sur tout ce qui est comment gérer la chaleur, comment gérer ces effets-là, parce que nous, d'un côté, c'est un peu nouveau quand même. Merci. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je vous rappelle qu'il y a un numéro de téléphone, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, parce que je savais qu'on n'aurait pas le temps, mais là, on aura peut-être un tout petit peu le temps pour prendre des questions. Donc, ça arrive sur ma tablette si vous voulez réagir ou poser des questions. Faites-le avec grand plaisir. Louise Plantin est avec nous pendant cette plénière. Vous avez déjà vu ses travaux à l'écran. Peut-être qu'il pourrait rester un tout petit peu plus longtemps pour que vous puissiez lire les résumés de Louise. Mais tout ça pour vous dire que ces dessins, comme ceux de Camille Besse tout à l'heure, seront disponibles dans l'espace à l'accueil des Assises. Comme ça, vous pourrez retourner les voir. Alors, je vais repasser la parole à Carlotta Bonvicini pour peut-être aborder des exemples peut-être encore plus concrets de collaboration avec d'autres villes et acteurs au niveau européen. Voilà, où estimez-vous que c'est important de consolider ces relations, Carlotta Bonvicini, à travers quelques exemples de collaboration, de partenariat public-privé notamment? Sì, allora diciamo che per quanto riguarda lo sviluppo anche delle politiche energetiche locali, abbiamo cercato di sviluppare un rapporto appunto di stretto anche di collaborazione e una serie di partenariati con soggetti privati per poter mettere in campo quelle che sono le nostre strategie. E ovviamente anche la progettazione europea in questo senso ci sta dando una grossa mano. In particolare sono 3 le direttrici chiave su cui come città riteniamo importante avviare appunto collaborazioni con altre città ed altri enti a livello europeo e appunto provare a sperimentare partenariati pubblico-privati anche con l'uso intelligente dei dati per guidare le decisioni e l'adozione di un ruolo attivo del comune nello sviluppo di nuove forme di produzione e condivisione dell'energia. Quindi sicuramente sul primo punto
E come città stiamo esplorando la possibilità di collaborare con un settore privato adottando un contratto di prestazione energetica, quindi uno strumento definito a livello europeo e concepito affinché il settore pubblico assuma un ruolo esemplare nella riqualificazione del proprio patrimonio edilizio. Quindi l'obiettivo è trasformare i costi energetici in risorse per ammodernare il nostro patrimonio pubblico e quindi gli edifici pubblici in sostanza. È uno strumento di transizione energetica, ma anche, io credo, di buona amministrazione, perché permette di riqualificare gli edifici pubblici senza aumentare le tasse né ovviamente il debito pubblico. Eppure, pur esistendo da tanti anni come modello, la sua adozione, almeno in Italia, resta molto limitata. Troppo spesso ci si ferma alla semplice gestione calore, mentre il contratto di prestazione energetica lega la remunerazione al risultato, quindi ci dà un obiettivo in più. Quindi è qui che la cooperazione europea con altre città e con gli enti di ricerca può giocare un ruolo importante, ridurre le barriere all'adozione di questo modello e diffondere buone pratiche anche attraverso l'esempio di altre città europee e standardizzare così gli strumenti. La seconda direttrice, la seconda leva è l'impiego dei dati a supporto delle decisioni. Quindi sul piano locale il Comune ha avviato una raccolta sistemica delle informazioni su tutti gli edifici comunali, che ci ha condotti poi a sviluppare un sistema di dashboard energetiche alimentate da sensori specifici, IoT. Le usiamo per il monitoraggio in tempo reale dei consumi, ma anche per la programmazione dell'ente per l'aggiornamento del piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima. La collaborazione europea più recente in questo ambito è l'adesione al Twinning Learning Program di Net Zero Cities, che da oltre un anno vede Reggio Emilia impegnata in uno scambio con le città tedesche di Monaco, Heidelberg e Dortmund, proprio sul tema della gestione e della valorizzazione dei dati per la transizione climatica. E per noi è molto interessante capire come valorizzare questi dati non solo ai fini di monitoraggio interno, ma anche per coinvolgere i cittadini e gli stakeholder nella transizione. La terza ed ultima leva è il ruolo attivo del Comune nella produzione e nella condivisione dell'energia. Quindi stiamo completando una manifestazione di interesse per aderire in qualità di prosumer a una comunità energetica rinnovabile che è già attiva sul territorio, mettendo a disposizione circa 540 kilowatt picco, quindi peak, di fotovoltaico e tutti i tetti pubblici che abbiamo a disposizione, a partire dalle scuole che nei mesi estivi producono energia e sono inutilizzate. L'elemento qualificante è di natura sociale, perché si prevede che tra il 70 e il 90% degli utili generati dalla comunità energetica venga poi reinvestito in progetti contro la povertà energetica. Quindi il patrimonio pubblico diventa uno strumento che produce valore a beneficio della comunità. Ed effettivamente la povertà energetica è uno dei terreni più concreti di solidarietà europea. Quindi diciamo che Reggio Emilia si pensa da sempre come città delle persone, è anche un claim che abbiamo adottato ormai da 20 anni, e l'attenzione a tutti i cittadini, a partire dai più fragili, fa parte della nostra storia. Quindi la transizione energetica per noi è un nuovo terreno su cui mettere alla prova lo stesso metodo di partecipazione e di innovazione sociale che ci contraddistingue in tanti altri campi e su cui auspichiamo di poter collaborare sempre di più con altre città in Europa, perché lo sentiamo come sfida a tema comune di libertà, coesione sociale e innovazione. Grazie. Merci beaucoup, grazie mille. Un défi européen partagé de liberté, de cohésion sociale et d'innovation. Et Carlotta a cité notamment un projet européen autour, donc s'appelle le Twinning Learning Programme, autour de la gestion et de la valorisation des données pour la transition énergétique, transition climatique, y compris pour impliquer les citoyens et les parties prenantes. Et on voit bien qu'il y a des projets. Tout à l'heure, avec Patrice Vergret, on parlait de la captation du CO2. Il y a des projets qui sont d'une telle ampleur qu'il faut évidemment se mettre à plusieurs pour réunir
les fonds et pour être efficace dans cette transition climatique. C'est un bon exemple. Le projet Response, on peut peut-être creuser ce projet. On en a beaucoup parlé depuis ce matin. On l'a évoqué, mais on n'a pas beaucoup parlé justement. Donc c'est Dijon et Turku. On prononce Turku, je crois, en Finlande, comme ville pilote. Derrière, il y a 6 villes européennes qui attendent vos résultats pour les répliquer sur leur territoire. Donc c'est évidemment extrêmement précieux en termes de coopération et de solidarité européenne. Est-ce que ce modèle de ville démonstratrice, finalement, Dijon est ville démonstrative pour Response, c'est selon vous vous l'avez déjà un peu dit, mais cette bonne échelle pour faire avancer la transition énergétique et donc climatique dans les territoires? Oui, bien, oui, je ne voudrais pas répéter, je l'ai déjà dit, mais c'est effectivement la bonne échelle. Ça va effectivement être évalué, c'est très important au niveau européen. Aucune politique, vous le savez, n'est sans évaluation au niveau européen. D'abord parce qu'il y a une aide financière très importante qui finance ce projet. Mais je voudrais extrapoler, et vous l'avez abordé à travers votre propos, ça ne suffit pas que les régions et les collectivités locales comme les métropoles s'investissent. Il faut des fois, les projets sont tels qu'ils dépassent les capacités financières, que l'aide européenne est là, mais elle ne suffit pas non plus. Et donc, comment aller plus loin sur des grands projets au niveau local qui peuvent nous aider beaucoup. Donc, nous, à Dijon, on va prendre des exemples précis, on a créé une société d'économie mixte d'énergie, la SEM Énergie, qui est composée de public et de privé, comme les SEM doivent l'être, bien sûr. Et nous avons comme partenaire un partenaire qui s'appelle Meridiam, qui est un fonds de pension qui ne demande pas une rentabilité trop importante et qui nous permet d'avancer ensemble. Ce fonds de pension, il nous aide parce qu'il nous permet de passer un stade financier que seuls nous ne pourrions pas atteindre. C'est un projet de l'ordre de 750 millions d'euros. Et donc, la métropole, qui a d'autres grands projets, ne pourrait pas assumer seule cela. Mais pour l'assumer seul, il faut qu'on puisse avoir ensemble comment vous dire, une vision commune des projets qu'on va avoir. Donc, on élabore avec notre partenaire, comment dire, une coopération et ils demandent une rémunération, c'est normal, de leur apport. Et le problème, c'est souvent que l'État, croyez pas que je m'acharne, quand j'étais ministre, je défendais l'État, je défends l'État aussi dans son rôle, mais quand l'État surajoute des difficultés, c'est presque impossible pour les collectivités d'avancer. Et donc, ils viennent de changer la participation financière des participants privés à ce projet. Et donc, ça remet en cause le projet qui est indispensable parce que c'est la production de plusieurs centaines de mégawattheures supplémentaires. Parce que ce qu'on veut ici, c'est arriver à avoir une indépendance énergétique totale, à partir d'énergies renouvelables, bien évidemment. Et donc, c'est comme ça qu'on avance. Et si ça peut servir à d'autres, ce qu'on espère à travers l'Europe qui sait tirer avantage, j'allais dire, des expériences pour les dupliquer, eh bien, ça sera très bien. Je me fais l'écho d'une question, Yves Marignac, puisque j'ai le numéro enregistré, donc je vois que c'est lui, à mégawatt. Voilà, autant dans la transition énergétique, vous portez le scénario Clever, qui montre que la solidarité et l'équité dans la mise en œuvre de la transition à l'échelle européenne facilite l'atteinte des objectifs communs. En gros, est-ce qu'il faut une Europe plus fédérale et décentralisée pour réussir la transition? Voilà un bonne question de débat. Il nous reste 10 minutes, il y avait encore quelques sujets, mais peut-être que vous pouvez l'illustrer aussi, cette question, avec des exemples concrets. Alors tout à fait, en fait, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut plus d'Europe plutôt que moins d'Europe. Vous parliez d'abord financièrement aussi, vous parliez de Jacques Delors. Le marché européen... encore, on n'y est pas encore. Hein. Et de ce point de vue-là, justement, si on arrive à avancer là-dessus, on y arrivera. Mais là, on est en phase de retraite au niveau de l'architecture européenne. Quand on voit le budget qui va nous arriver à partir de 2028, avec une recentralisation vers les États des ressources,
un affaiblissement en général du projet européen et surtout un amoindrissement des capacités des collectivités à y répondre. Alors forcément, c'est plutôt mal parti de ce point de vue-là, et aussi au niveau des solidarités, parce qu'on remet en question beaucoup d'acquis au niveau de la solidarité européenne, et c'est vraiment la mauvaise direction. Et juste pour rebondir un petit peu sur la question du rôle du secteur privé aussi là-dedans, je pense, si on repense aux villes mission, ils ont fait une étude, 650 milliards d'euros qui manquent pour financer la transition des 100 villes d'ici 2030. Ce sont des sommes faramineuses. Les collectivités ne peuvent pas les porter. L'État, souvent, ne peut pas non plus. Donc forcément, on se retrouve à défaut à devoir réfléchir comment pouvons-nous travailler avec les divers acteurs de la vie économique et aussi au niveau européen, donc parce que chacun dans son coin, nous n'y arriverons pas. Vous étiez à l'Élysée il n'y a pas très longtemps, dans le cadre du G7. Quels sont les sujets qui étaient sur la table, portés à Bruxelles? Est-ce qu'on peut entrer dans les coulisses un instant? Alors, avec une autre casquette, nous sommes à ICLE, donc nous faisons la codirection du Urban 7, le groupe d'engagement des collectivités locales envers le G7. Et justement, nous avions donc remis la déclaration de Nancy que nous avons élaborée avec France Urbaine et d'autres collègues, le maire de Nancy, évidemment Mathieu Klein, qui nous a beaucoup épaulés, où justement nous disons qu'il faut qu'il y ait en fait une relation stratégique entre les villes, les territoires et le G7 pour que nous créions ensemble un cadre pour répondre aux grands défis. Et ces grands défis, que sont-ils? Ce sont donc les grands thèmes macroéconomiques. On a entendu parler de la Chine, de l'Iran, des choses comme ça. Mais en fait, l'avenir économique, l'avenir des villes, pas seulement au niveau du changement, des réponses au changement climatique, cet avenir se construit dans les villes. Si on réfléchit, qui met en œuvre tout ce qu'il faut, que ce soit au niveau macroéconomique, au niveau du changement climatique, de l'énergie ou autre, ça se trouve dans les villes. Est-ce que la voix des villes, des collectivités, des métropoles, des régions porte dans les institutions européennes? On a vu des coopérations entre vous, des réseaux qui s'organisent, du transfrontalier de façon très pragmatique. Est-ce que pour autant, la voix des villes porte suffisamment au niveau européen? Alors suffisamment, non. Ce n'est jamais suffisant, mais la voix porte, et je pense, et si j'ose le dire, le niveau européen, les autres, sont à l'écoute aussi. Je pense les commissaires et d'autres comprennent bel et bien l'enjeu. Le président du Conseil européen était l'ancien maire de Lisbonne. Enfin, il n'y a pas une séparation stricte entre les villes, le niveau européen et d'autres niveaux. Mais après, la question de comment construire l'avenir ensemble, main dans la main, plutôt que de dire nous mettons en place un certain cadre et après les villes vont se débrouiller, là on n'y est pas encore. Il reste du travail à faire. Oui, François Rebsamen, Chantal Cutaja. Oui, peut-être, c'est parce qu'on n'est peut-être pas suffisamment écouté que je crois que la politique de transition énergétique ne peut plus être une politique uniquement financée par des subventions. Et je crois qu'elle doit devenir un véritable projet économique. Et c'est tout le sens du Conseil métropolitain de l'économie que nous mettons en place à l'Eurométropole de Strasbourg, qui va réunir l'ensemble des acteurs avec aussi une feuille de route très importante sur les enjeux de décarbonation. Alors quel est le chemin pour aller vers cette situation-là, que ça devienne vraiment un enjeu économique et plus soumis à des subventions? C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire comment ça peut s'organiser? Comment ça s'organise? Le Conseil métropolitain de la économique, c'est un espace où on va co-construire l'ensemble des politiques, de la politique économique de l'Eurométropole. Et ça, c'est la première fois que ça se fera à Strasbourg, redonner au milieu économique la densité et puis la possibilité de contribuer. Et évidemment, le volet transition énergétique, sur lequel je veillerai, sera aussi très, très important. Mais les entreprises sont très mobilisées. J'ai pris la présidence de l'Agence du climat.
et elle est composée de plusieurs collèges, dont un collège des entreprises. Il y avait beaucoup plus d'entreprises que de postes de représentation à l'intérieur de l'Agence du climat. Voilà, donc on est quand même assez optimiste sur cette capacité, voilà, à se mobiliser. Et c'est de cette manière-là, je crois, qu'on fera entendre notre voix davantage. Si tous les milieux économiques, élus et les citoyens, bien sûr, parce qu'on les emmènera. Citoyens, voilà, Carlotta l'a rappelé. Oui. François Rebsamen, vous souhaitiez... Oui, je voulais compléter ce que vient de dire notre collègue de l'Eurométropole, en disant on a dépassé, ça a été dur en France, on a dépassé ce clivage idéologique qu'on adore. On adore ces clivages idéologiques liés à nos pratiques politiques anciennes. Maintenant, c'est plus difficile parce qu'on ne voit pas très bien quelles sont les idéologies, mais dans le temps, il fallait soit tout soit municipal, soit privé. Et puis, on a pourtant un système qu'on a inventé qui s'appelle les sociétés d'économie mixte. C'est-à-dire le partage de la valeur entre la collectivité et qui fournit bien sûr de l'argent, les équipements nécessaires et la gouvernance aussi un peu, quoi. Et le privé qui apporte qui apporte son réseau, ses connaissances, ses ingénieurs que nous n'avons pas forcément. Voilà. Et donc on peut même aller plus loin. J'ai créé par exemple à Dijon la première société d'économie mixte à objet particulier, CEMOP. Et nous partageons avec un grand groupe qui s'appelle Suez, nous partageons les bénéfices qui sont réalisés, mais ces bénéfices, ils sont réalisés dans l'intérêt, bien sûr, des investissements que nous ne pouvons pas faire tout seuls, que nous partageons avec notre partenaire privé, qui prend sa part de bénéfices, mais que nous contrôlons. Parce qu'il est normal que l'entreprise privée retrouve une partie de ses investissements et puisse poursuivre son développement. Et simplement, avant, on avait soit un modèle totalement en régie, soit un modèle totalement privé. Et donc, ça nous a souvent bloqués par des débats idéologiques un peu datés, je dirais, qu'on a pu dépasser aujourd'hui, tant mieux. Et quand on peut être en régie parce que c'est mieux, ben faisons-le. Mais quand on a besoin de partenaires privés, il ne faut surtout pas s'en priver. Il y a des constructions qui sont juridiques aujourd'hui qui permettent de le faire et économiques. Voilà. Donc allons-y, voilà, soyons pragmatiques pour avancer et pour faire face aux enjeux. Je voudrais passer la parole pour terminer, Carlotta Bonvicini, pour vous laisser peut-être un mot, un message que vous avez envie de nous partager depuis votre ville en Italie. Beh, innanzitutto vi ringrazio ancora per l'invito, per averci dato la possibilità di partecipare anche se da remoto. Credo che questa sia la vera sfida del futuro. L'evento che avete organizzato credo possa contenere un po' tutto ciò di cui ci dobbiamo occupare come enti locali, come amministratori nel presente e per il futuro prossimo, e poter avere l'opportunità di confrontarsi a livello europeo su questi temi è per noi una grandissima ricchezza. Quindi vi ringraziamo davvero per questa opportunità. E insomma mi scuso per non essere lì in presenza, però credo appunto che spero che ci siano altre occasioni anche grazie al nostro gemellaggio et alla nostra collaborazione pluriennale. Grazie. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez envie de partager un dernier mot? Alors, il y avait plein d'exemples que vous n'avez pas eu le temps de nous donner, évidemment, mais je vous laisse la parole si vous avez envie de nous partager quelque chose. Merci. J'aimerais juste rapidement parler des principes fast and fair pour les énergies renouvelables, en fait pour l'équité énergétique, parce qu'en fait c'est le premier, on parlait beaucoup en fait des nouvelles formes de collaboration, des nouveaux systèmes à mettre en place, et ça c'en est un, parce qu'en fait c'est une collaboration entre donc en fait les ONG environnementales, portées aussi par des réseaux européens de collectivités, par la société civile, les collectivités elles-mêmes et d'autres, et aussi acceptées par la Commission européenne. Donc tout le monde se met d'accord sur des principes, comment faire avancer rapidement et de façon équitable les énergies renouvelables, sur tout un cas de principe. D'ailleurs, c'est dommage, il y a une collègue qui fait un atelier là-dessus en parallèle, mais bon, si vous avez des questions, vous les poserez après. Mais
Mais ce sont justement ces nouvelles formes de collaboration qui sont essentielles pour pouvoir avancer, parce que sinon, nous reproduisons les schémas du passé qui n'ont pas fonctionné. Voilà, si vous Un avez dernier mot, vous permettez ? bien sûr. Je vous laisserai toujours Il est le mot de la 17h, fin. je serai très court, 1 minute me suffira. Je voudrais dire que les schémas, la difficulté de la coopération au niveau national et européen, elle tient à ce qu'il y a des États hyper centralisés, je ne les cite pas, et il y a des États très décentralisés, fédéraux, hein, l'armature est fédérale, et donc souvent il y a des discussions au niveau budgétaire entre ces États, comment ils répartissent les aides aux régions, aux villes, etc. Et finalement, nos réseaux, ceux qu'on développe au niveau des collectivités locales, ils cassent un peu ces vieux schémas et ils nous permettent d'avancer dans l'innovation. Et c'est ça qu'il faut retenir au moment où on fait des assises européennes de la transition énergétique, c'est que l'innovation, elle est ici en réalité dans nos métropoles, dans nos grandes villes, et je crois que l'Europe en a pris conscience, mais les États sont encore en résistance depuis longtemps, je crois, aux États-Unis d'Europe, alors je vais encore les défendre aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup voilà, pour ce mot de la fin. Et demain, nous aurons l'Institut Jacques Delors qui sur la table ronde géopolitique et nous poursuivrons sur cette thématique-là dans un contexte de souveraineté énergétique, sans oublier bien sûr ces enjeux du climat, d'atténuation et d'adaptation. En tout cas, un grand merci pour votre attention. Merci à vous. Merci également à Carlotta Bonvicini d'avoir été avec nous à distance depuis Reggio Emilia et Louise Plantin pour son accompagnement graphique.